Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de 13 Mag pour le dernier numéro de l'année, en l'occurrence avant la trêve des confiseurs. On parlera bien sûr de Dominique Balou et de sa réélection au sein de la Fédération française de rugby à 13. On parlera aussi de Super 13 avec les clubs vert et blanc de Villeneuve-sur-Lot et de Lézignan représentés par Florent Kouassi côté Léopard et Jacques Laguens côté Meunier. Il y aura aussi du 13 féminin avec l'Escure 13 représenté par Julien Cancé, l'entraîneur, et Cécile Bessière, deuxième ligne de l'équipe de France aussi. Et puis on vous parlera, ça c'est une nouveauté, du 13 catalan en version National 2, National 3, avec le président Jacques Brett et l'entraîneur Arnaud Carré. On prendra l'avion direction Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, pour, par caméra interposée, poser des questions au président de cette équipe de Pacifique 13, Emmanuel Jalabert. On fera aussi un petit crochet extérieur du côté de Saint-Gaudens pour vous présenter un reportage sur Mathieu Ponce, l'ailier supersonique des Ours des Comminges. Et puis le côté histoire sera aussi traité avec Pierre Vergès sur la guerre des stades à Perpignan, c'est en 1934. Ne quittez pas, 13 Mag, c'est maintenant. À mes côtés, autour de ce plateau, Dominique Balou, nouveau président de la Fédération française de rugby à 13. Il l'était jusqu'à présent. Et puis, il a été réélu tout dernièrement à Carcassonne. Bonjour Dominique. Bonjour Alain Bonariès. Dominique Balou, ancien secrétaire général de la Fédé, qui était président à la succession de Luc Lacoste. C'était le 28 juin dernier. Donc pour vous, c'est une réélection, c'est tout simplement ça. Oui, alors j'ai succédé à Luc statutairement, puisque c'est ou le vice-président ou le secrétaire général qui prend la suite en cas de vacances de présidence. Et l'élection a eu lieu début septembre. Voilà, donc effectivement, un an et quelques mois après, les délégués des clubs ont bien voulu me renouveler leur confiance pour 4 années supplémentaires. Et dernièrement à Carcassonne, pendant le vote, vous avez été seul sur la ligne de départ, et donc ça s'est plutôt passé dans la dentelle, on dira. Oui, alors la dentelle, je ne sais pas si c'est l'expression qui convient le mieux. En tout cas, nous étions 2 jusqu'à un certain temps, et puis la liste concurrente n'a pas pu aller au bout de son projet. Ce qui est toujours dommageable pour le partage des idées et pour l'intérêt général du rugby à 13, mais le fait est que c'est comme ça, et donc je me suis retrouvé seul candidat à la tête d'une liste renouvelée à 44%. Alors il paraît qu'en France, le rugby à 13, c'est beaucoup de travail, il paraît que le chantier reste ouvert. Est-ce que c'est réellement le cas? Ah ben le chantier, tous les trésistes le savent, il est perpétuel pour le rugby à 13. Donc c'est certainement comme ça pour d'autres sports aussi, mais pour nous particulièrement, puisque nous traînons dans notre sillage un passé glorieux que tout le monde a hâte de retrouver, et sauf que les données ne sont pas tout à fait les mêmes dans ce monde si difficile pour exister médiatiquement. Alors à vos côtés, on a la joie et le privilège d'avoir Cathy Sajek, nouvellement trésorière de la Fédération française de rugby à 13. Bonsoir Alain Bonariès, bonsoir à tous et à toutes. Cathy, je vous vois souvent, moi, dans les gradins de Brutus, à encourager les Sankéors. Je sais que cette couleur rouge et jaune vous tient à cœur. Expliquez-nous un petit peu. Alors tout à fait, je suis originaire de Lens, je suis née à Lens. Donc j'ai suivi très très longtemps le Racing Club de Lens, et je le suis encore d'ailleurs, et je remonte régulièrement. Effectivement, ces couleurs me tiennent à cœur. Et vous seriez tombé en pamoison pour le rugby à 13, est-ce que je me trompe ou pas? Tout à fait, vous ne vous trompez pas du tout Alain. Et effectivement, j'adore le 13, j'adore parce qu'en même temps c'est assez rythmé par cette dynamique de tenue, et ces tenues ont un rôle prépondérant, en tout cas pour moi. C'est très rythmé, c'est très cadré, et le rugby à 13 vraiment m'attire, et j'ai envie de montrer, on va dire, aux gens du Nord et du Pas-de-Calais, surtout, qu'il y a aussi ce sport qui existe, qui pour nous, là-bas, n'est pas forcément connu. Rappelons en revanche qu'en 2012, il y a eu un certain France-Pays de Galles à Bollaert, oui, devant 11 000 spectateurs. C'était pareil, donc pourquoi pas un jour à nouveau du rugby à 13 dans le Nord-Pas-de-Calais. À vos côtés, Roger Palis, joueur international de légende, ancien capitaine, ancien entraîneur de Saint-Estève 13, et désormais le nouveau manager du 13 de France. Bonjour Roger. Bonjour Alain, bonjour à tous. Roger, un nouveau challenge pour vous, mais un challenge que vous avez déjà mis en pratique il y a de cela... Il y a à peu près 24 ans, directeur des équipes de France, et j'ai eu le bonheur de partager le terrain avec Dominique Balou au tout début de sa carrière internationale, que je félicite d'ailleurs pour son élection. J'en suis ravi parce que c'est un homme engagé, et c'est un homme qui va permettre un peu plus de faire avancer le rugby à 13. Donc un challenge, j'ai quand même mis 2 mois et demi à me décider,
J'attendais la nouvelle élection, effectivement, moins de combats, mais surtout en attente de cette liste. Et je suis ravi que Cathy nous ait rejoints en tant que trésorière. Et oui, challenge forcément au travers de la fédération, d'accompagner en tant que manager l'équipe de France sur les 2 années à venir, la qualifier en 2025 et participer, je l'espère, en 2026 pour la Coupe du Monde. Alors que l'on voit sur les images le France-Angleterre de Toulouse, où les Français avaient bien combattu, mais évidemment contre les Anglais c'est toujours compliqué. Dominique Balou, quels sont les grands axes de travail de la Fédé désormais? Alors les axes, ils sont à la fois identiques, puisque s'inscrivant dans la continuité du précédent mandat, c'est-à-dire unis autour de la thématique de croissance. Croissance du nombre de licenciés, croissance des revenus, croissance de l'organisation interne, croissance de la structuration de notre Club France. Et puis dans l'obligation aujourd'hui, dans l'impératif d'avoir une communication renouvelée, une communication mieux adaptée au monde actuel, qui certes fait la part belle aux réseaux sociaux, mais qui ont des habitudes parfois perverses, et en tout cas qui demandent à pénétrer les grands médias nationaux dans l'intérêt du rugby à 13 et de son retour dans la culture sportive populaire. Voilà pour un axe de travail. Il y a aussi la formation qui vous est chère. Aussi, il faut progresser dans ce domaine-là aussi. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis un Girondin à plus d'un titre. Je suis Girondin parce que natif de l'Aréole en Gironde, et puis je suis Girondin dans l'esprit politique et de la décentralisation, en ce sens que je pense que la formation doit être au plus près des besoins des territoires. C'est là que l'on sent le mieux les besoins, c'est là que l'on connaît le mieux les potentiels, et évidemment, c'est là que l'on accompagne le mieux les personnes qui entrent en formation pour dispenser l'évolution du rugby à 13 auprès des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Alors il y a 24 élus fédéraux, c'est une équipe qui est reconstituée à 44%. Il va falloir fédérer, il va falloir fraterniser, je dirais. Oui, bien sûr. Alors d'abord, la loi de mars 2022 nous fait obligation d'une parité absolue. Donc ça, c'est une excellente chose. Nous sommes donc 24 élus, 12 filles et 12 garçons, auxquels s'ajoutent 6 représentants, là aussi à parité, représentants de 3 collèges, celui des entraîneurs, celui des sportifs de haut niveau et celui des arbitres et des délégués. Donc 24 qui sont passés par l'Assemblée générale et 6 qui sont désignés par leur collège. Ça fait un groupe de 30 qui va présider aux destinées du rugby à 13 pour les 4 prochaines saisons. Et c'est très bien. Dominique, c'est un travail de bénévole, bien sûr, président de la Fédé, mais c'est aussi un boulot à temps plein. Je confirme, c'est effectivement un travail de bénévole et la vie associative mérite cet engagement en général, et le rugby à 13 en particulier. Et c'est un boulot à temps plein, mais on le sait avant d'y aller, donc il ne faut pas rechigner après, et il ne faut pas se plaindre d'avoir du travail. Je me réjouis d'avance de retourner au contact des clubs, au contact des acteurs du rugby à 13 sur tous les territoires, parce que c'est à partir de cette dynamique-là, ce que l'on a l'habitude d'appeler la base, mais qui n'est pas du tout péjoratif, puisque c'est l'âme du rugby à 13 qui est sur les territoires, et donc j'ai hâte de construire ensemble cet intérêt général que l'on appelle pour le rugby à 13. Roger, tout comme Dominique, vous aimez la transmission, vous aimez partager vos émotions, pardon. Ça va être un peu le challenge aussi, ça Mais c'est clair qu'on a un devoir de transmission et on a un devoir de réussite aussi. Hein. Si j'acte positivement le fait de prendre ce poste, je fais un appel à tous les joueurs concernés. Remercier l'encadrement précédent qui a œuvré, en l'occurrence le sélectionneur Laurent Fressinos, son adjoint Maxime Gressec. Il y a de la qualité, c'est pour ça que je rejoins ce staff-là. Remercier Gilles Dumas qui a œuvré auprès de Dominique pendant pas mal de temps et qui reste un ami, et je pense qu'il va rester dans le giron trésiste et son club qu'il affectionne autant. Il y a un devoir de réussite, pourquoi ? Parce que les joueurs de haut niveau qui se préparent dans les différents clubs, qu'il faut remercier, depuis l'école de rugby jusqu'à maintenant, il y a une approche professionnelle. Il faut qu'on se rapproche des clubs, et je pense qu'on a besoin autant du sportif de haut niveau, on a autant besoin également de challenger le fait d'être sélectionné et que le joueur puisse venir avec des objectifs précis. Pour cela, il faut qu'ils aient un cadre maximum, un cadre idéal, comme ils ont dans leur club pro, que ce soit au Dragon, à Toulouse
ou dans les différents clubs, Lézignan, Carcassonne, je ne vais pas tous les citer, ils font un travail remarquable, dont respect, mais il va falloir également qu'on récupère ce vivier, parce que notre objectif commun, ce n'est pas que le mien, c'est la réussite de la Coupe du Monde 2026. On n'est pas qualifié. Et on boit vos paroles. Merci à tous, merci Roger. On va parler de Super 13 avec les fameux Léopards de Villeneuve-sur-Lot, représentés par le président Florent Coissy et le pilier, voire deuxième ligne, Jules Labéry, mais aussi, à ses côtés, un futur opposant, le coprésident du FC Lézignan, Jacques Laguens. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je m'adresse au président de suite, Florent. Aujourd'hui, l'USV, c'est 4 victoires pour 5 revers et une position de 7e au classement. Est-ce que ça vous satisfait ou pas ? Ben oui, on aurait donné quelques deniers en début de saison si on nous avait dit ça, oui. C'est très bien. On est content et satisfait de ce qui se passe aujourd'hui au club. Un des principaux acteurs de cette équipe des Léopards, c'est Jules, pilier, deuxième ligne donc. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quelle est l'âme de cette équipe de Villeneuve ? Aujourd'hui, l'âme de cette équipe, on va dire que c'est les bénévoles. On a de plus en plus de bénévoles. Donc ça, c'est très important pour le club. Et comme tout le monde le sait, sans bénévoles, le club n'avancera pas. Donc c'est très important aujourd'hui au sein de Villeneuve 13. Alors que l'on revoit des images de l'histoire de l'USV dans les années 80-90, on rappelle que Villeneuve, c'est 5 titres de champion de France, et notamment une belle épopée en 96, 99, 2001, 2002 et 2003, champion de France. C'était pas rien, c'était l'époque des Rinaldi, des Fressinous, des Fakir, des Gagliasso. Est-ce qu'on reverra un jour Villeneuve à ce niveau, Florent ? En tout cas, on travaille pour ça. Aujourd'hui, nous avons fait le pari de repartir sur des jeunes. Aujourd'hui, ça paye ses fruits. Depuis quelque temps, avec l'aide des clubs aux alentours, on fait en sorte de ramener de plus en plus de joueurs vers nous qui veulent s'aguerrir au sein du haut niveau. On fait tout ce qu'il faut pour les accueillir et justement retrouver nos lettres de noblesse, comme ce fut le cas par le passé. Vous me disiez en aparté qu'il manquait quelques joueurs d'expérience et que c'est une équipe jeune finalement. Est-ce que c'est peut-être que là que le bas blesse ? Non, enfin, oui. Et aujourd'hui, je pense que la mayonnaise, elle a pris entre les quelques anciens qui sont là encore, comme Geoffrey Zava, Damien Gauthier et d'autres joueurs comme les Australiens que nous avons chez nous, Jackson Moule, qui, bon, il n'est pas très vieux, il a 27 ans, mais aujourd'hui, ils font le maillage parfait avec des joueurs comme justement Mao Beauvillier, qui lui a 17 ans, qui est junior première année, qui fait nos beaux jours en ce moment. Vous avez réalisé précédemment un match de grande qualité, malgré la défaite du côté de Saint-Estève 13 Catalan. Quel souvenir vous gardez de ce match ? Déjà gagner, faire un match comme ça du côté de Perpignan, c'est très positif pour la suite, pour ce club-là. Je pense que dans la tête de toute l'équipe, de tout le staff, c'est hyper important. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, sur une bonne lancée. Le fait d'accrocher des équipes comme ça du haut de tableau, c'est un bon point positif pour la suite. Jacques Laguens, coprésident de Lézignan, avec Philippe Espeluc, Christian Lapalu et Alain Fabre. On trouve un Lézignan un peu timoré dans cette moitié de championnat. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Oui, je pense que nous faisons un début de saison sur courant alternatif. Nous avons mal démarré. Il y a eu un bon match contre Albi, ainsi que contre Saint-Gaudens. Puis de nouveau, on a perdu Avignon sur pas mal de fautes individuelles. Là aussi, même cas de figure que Villeneuve, c'est une équipe aussi très jeune cette saison. Voilà, oui, c'est à peu près la même équipe que l'an passé, sauf qu'on a perdu un bon Australien qui joue en demi. C'est pour la raison pour laquelle le Père Noël vient de nous amener un excellent joueur de NRL. En l'occurrence, Paul Momirovski, ancien joueur des Leeds Rhinos la saison passée, et puis qui a quand même à son actif 60 matchs de NRL, et il a décroché un titre en 2021 avec les Penrith Panthers, donc c'est quand même pas rien. Ça, c'est un monument du rugby qui va arriver chez vous. Voilà, j'espère qu'il va redonner un peu plus
d'Alain à notre équipe, qui en a bien besoin. Alors, Lézignan, on connaît son public, chaud, fidèle, effervescent par moments. Est-ce que c'est toujours un atout majeur? Oui, je pense que les joueurs, même ceux qui viennent de l'extérieur, que ce soit les Catalans ou les étrangers, apprécient beaucoup cette ambiance. Les Beuniers nous suivent. On l'a vu l'an passé pour la demi-finale à Marseille, où là, on est arrivé à organiser plusieurs bus. Donc c'est un point important pour le club. Alors on va titiller un petit peu nos amis villeneuvois, parce que le 21 décembre, le samedi précisément, vous allez affronter donc au Moulin les Meuniers. Prêt ou pas? Évidemment. Je pense que oui. Il vaut mieux, hein. Il vaut mieux. Ça va être, comme vous l'avez dit, niveau ambiance, tout ça, les Lions, ils sont pas mal pour ça. Donc ça va être un match très serré. Et oui, je pense que nous, on en veut. Voilà, et ça ferait du bien, oui. Quels ingrédients il faudrait mettre pour remporter ce match? Je pense qu'il faudrait qu'on s'améliore sur notre finition et notre discipline, éviter voilà, tout type de faute contre des équipes comme ça. Si on leur donne le ballon, ça risque d'être encore plus compliqué. Et ouais, voilà, si on réussit à faire tout ça, je pense que ça pourra le faire pour nous. Jacques Laguens, malgré des résultats mitigés, quelles sont les forces malgré tout de Lézignan cette saison? On a la chance d'avoir une bonne défense, un peu comme Villeneuve, on n'est pas terrible dans la finition. Ça, ainsi que la discipline. Mais je pense qu'il y aura un joli match samedi au Moulin. On parlait de la formation de Villeneuve qui est de plus en plus importante. Est-ce que c'est aussi le cas Oui, on a la chance à Lézignan d'avoir une très bonne école de rugby. On a en tout 11 équipes. On part des U5, U7, U9 jusqu'aux juniors, l'équipe 1. Et la chance aussi d'avoir deux équipes féminines dont les cadettes viennent de gagner la Coupe de la Ligue. Alors Villeneuve, c'est 9 titres de champion de France. Et vous êtes un peu déficitaire. Vous avez 8 finales gagnées. Et ça remonte. Hein. Et la dernière, elle date depuis 2021. Là aussi, il y a une envie importante de retrouver le plan de shot. C'est vrai qu'on a eu la chance quand même, au cours du XXIe siècle, de faire 4 titres à la suite, dont 2 doublés. Et depuis, il y a quand même eu un autre titre de coupe et de championnat. C'est vrai que tout le monde attend de remettre ça, mais je pense que vu le niveau cette année de toutes les équipes, ce sera difficile. Allez, messieurs, mouillez un petit peu le maillot. Qui c'est qui va l'emporter entre Lézignan et Villeneuve? Évidemment, Florent? Évidemment, c'est Villeneuve. Il n'y a pas photo. Où il n'y a pas photo? On gagnera. Gilles, pour vous, c'est pratiquement acté, ça y est, c'est ça? Non, je dirais pas ça, mais je pense que ça va être très très compliqué. Et voilà, ça va être un très beau match. Et bien sûr, j'espère que Villeneuve va gagner. Pour vous, Jacques? Je vous le dirai à la fin du match. Pragmatique, hein, voilà. Froid, clinique, on le sait. Allez, un grand merci, messieurs. Et donc, rendez-vous très prochainement au Moulin pour un match que l'on attend explosif. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et 13 Mag s'est rendu précédemment dans les Comminges pour y rencontrer l'ailier supersonique des Ours. Il s'agit de Mathieu Ponce, 22 ans, 1m86, 90 kg. Il va très vite et c'est surtout le fils de la légende du rugby à 13, une des légendes du rugby à 13 français. Cyril Ponce, ailier comme lui, on l'a rencontré aux abords du stade. Regardez, c'est un reportage signé Pascal Le Saunier. C'est soir d'entraînement à Saint-Gaudens. Les Ours ne ménagent pas leurs efforts autour du coach Cyril Moliner. Parmi eux, Mathieu Ponce enchaîne les séquences de sprints, l'explosivité, le travail des appuis. Mathieu, c'est un ailier qui est hyper vif, qui est athlétique. C'est un peu l'ailier type du rugby à 13, qui est hyper tonique, qui est très fort du haut du corps et qui progresse de plus en plus techniquement et qui nous aide à fond. C'est un joueur qu'on a envie d'entraîner, qui est très souriant, qui a toujours envie d'aller chercher plus loin, d'apprendre. Il a réussi à acquérir les bases du rugby à 13 et même plus parce que pour l'instant c'est le meilleur marqueur du championnat, même s'il a joué 4-5 matchs. Sur la place de Saint-Gaud, Mathieu retrouve son père, légende du 13. Ancien joueur des Ours, ailier international puis manager des Tricolores, Cyril Ponce revient sur le parcours éclectique de son fils. Il m'a tout fait faire, ce gosse. Il a joué au foot, il a fait du tennis, du badminton, de la natation. Puis un beau jour, il me dit « Papa, je voudrais partir au foot à Font-Romeu. » Aïe, 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 là j'ai dit « Il y a un problème. » Il est parti au foot à Font-Romeu, puis après il me dit « Papa, je voudrais jouer à 15. »
Oui, bon, tu feras ce qui te fera plaisir. Hein. Vas-y, il a joué à Lannemezan, puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'il y a pris, il me dit, papa, non, je voudrais jouer à 13 maintenant. Où c'est que je pourrais aller? J'ai dit, tu as 2 clubs, soit Toulouse, soit Saint-Gaudens. Ce sera donc Saint-Gaudens pour le plus grand plaisir de Gilles Dumas, figure emblématique du club où Cyril a remporté de nombreux trophées. On m'a toujours dit que c'était un grand ailier, qu'il avait été puissant et qu'il avait su, on va dire, marquer son époque de par sa vitesse et sa puissance. Et je me rappelle même, petite anecdote drôle, sur mon premier match à Saint-Gaudens, où il y avait des personnes qui venaient voir le jeu assez âgées et qui m'avaient mis la pression en me disant qu'ils espéraient que je serais aussi bon que mon père, sinon ils n'accepteraient pas que je joue dans le club. Et j'ai trouvé ça marrant et même encourageant, en fait. Le fait de vouloir voilà, faire aussi bien que son père, c'est inspirant d'avoir ça dans la famille. Et pendant que Mathieu déborde les défenses... J'analyse. C'est-à-dire on débrief, hein. Je lui dis, voilà, ça. Le placement, la tactique. Pour les Ponces, le club bleu et blanc cultive une valeur essentielle. Pour moi, Saint-Gaudens, c'est une famille. C'est un clocher, c'est un état d'esprit, c'est... les amis, moi je vois, on a encore la chance d'avoir toute notre équipe. L'année dernière, on s'est retrouvés, les gens qui avaient fait le doublé, quasiment toute l'équipe, Clark, Boyal, Bénès, Gilles, tout ça, on s'est retrouvés en train de manger un jour chez Lionel Garrigue. Voilà. C'est un esprit famille. Rien de plus, c'est ça. C'est l'esprit famille et je pense que j'ai eu énormément de chance de pouvoir commencer grâce à Gilles et à mon père à Saint-Gaudens parce que c'est de voir le rugby comme un sport de copains parce que ce sport est comme ça de base, donc ça me fait super plaisir d'être dans un club comme ça. Après une tournée au Kenya l'an dernier avec le 13 de France, où il a inscrit un triplé, Mathieu nourrit de nouvelles ambitions. Mon rêve, c'est forcément de revenir en équipe de France déjà, parce que c'est, je pense, le meilleur maillot qu'on puisse porter, peu importe quel club on soutient. Et après, c'est battre des records, être le meilleur et pouvoir aller le plus loin possible dans le rugby à 13. Et voilà, pourquoi pas dans des clubs en France et même à l'étranger. J'essaie de me fixer aucune barrière et de voir au plus grand. Allez, avis au club de Super League et de Championship, Mathieu Ponce, une star en devenir très certainement. Il faut savoir, Dominique, je ne sais pas si vous le savez, combien il vaut Mathieu Ponce sur 100 mètres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il vaut cher. Le papa allait très vite. Le papa, c'était du 10-5, c'est pas rien. Hein, et Mathieu, c'est du 19, donc il n'est pas très loin. Mais il a dit, je ferai battre le record de mon papa très prochainement. La particularité aussi, c'est qu'il est international après seulement 1 an et demi de pratique. Hein. Donc, c'est fulgurant. Oui, ce sont ces qualités qui sont mises en avant directement, là, mais c'est une belle chose pour le Racing Club de Saint-Gaudens. Vous connaissez beaucoup plus le papa, j'imagine. Oui, Cyril, évidemment, je le connais depuis bien plus longtemps. Et je suis très heureux que les ours du Comminges refassent surface en étant autant à l'heure avec le projet du président Estramp, qui, lorsqu'il est arrivé, avait établi une feuille de route. Et j'ai eu déjà l'occasion de le lui dire. Le Racing est à l'heure de cette feuille de route. Et ça, c'est plutôt très bien pour le rugby à 13. Pourvu que ça dure. Allez, après le Super 13, on parlera du rugby féminin version élite avec l'équipe de l'Escure. On les attend sur ce plateau. Le rugby à 13 au féminin avec Julien Cancé, l'entraîneur de l'Escure Arthez 13 et Stécie Bessière, la deuxième ligne de l'Escure. Bonjour à vous. Bonjour Len. Bon, alors on fait un bilan, 5 matchs, 5 victoires, tout baigne chez vous. Oui, tout à fait. Franchement, c'est un très bon début de saison. On a un très bon groupe, les filles travaillent très bien, donc c'est pas forcément étonnant, on va dire, où on en est, même si c'est très valorisant quand même. Stécie, vous avez rencontré précédemment les filles de Limoux, chez elles, du côté du pays de la Blanquette. Vous avez gagné 18-26. Oui. Comment ça s'est passé ce match-là? Alors c'était un match très compliqué, parce que dès les 3 premières minutes, on prend un essai, par manque de concentration, je pense. Mais à la deuxième mi-temps, on s'est vite rattrapé. Vous êtes concurrencé en permanence avec les DS catalanes. C'est une fois l'une champion, après c'est l'autre. Cette année, vous voulez leur ravir le titre, c'est ça? Oh oui, tout est dit.
Comment il faudra s'y prendre d'ailleurs pour les battre? La discipline, beaucoup de discipline, et rester soudés surtout. On vous a vu disputer un match de grand format précédemment à Saint-Estèphe. Justement, on a les images sur les écrans. C'est ce match-là dont il faut s'inspirer pour pouvoir être jusqu'au bout au titre champion de France? Oui, mais avec encore plus où on doit compléter nos chaînes du mieux qu'on peut. Alors Stécie qui n'a que 17 ans, il faut le souligner, deuxième ligne d'avenir aussi. Julien, c'est un véritable plaisir d'entraîner ces filles? Oui, bien sûr. Franchement, on a de la chance d'avoir un bon groupe déjà humainement. Elles sont à l'écoute et elles sont très investies. Et ça, je pense que c'est déjà la meilleure des choses qui puisse arriver. Dominique Balou, vous suivez forcément leur performance de très près? Oui, de très près en voisin, puisque j'habite Saint-Juéry, qui est à une encablure d'Arthès, mais de l'Escure. Mais je le suis d'autant plus que 2026 approche, avec la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Guinée, que notre équipe féminine est d'ores et déjà qualifiée, et que plus le niveau sera élevé dans notre championnat, plus il y aura de rivalité entre les équipes, mieux ce sera pour notre équipe de France et dans le cadre de cette préparation. Vous me disiez tout à l'heure, Julien, qu'il y avait quelques axes de formation qui ont été identifiés du côté du Tarn. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une grosse entente avec Ralmont. Alors, c'est chacun, les deux clubs, les deux noms différents, mais une bonne entente avec les cadettes de l'Escure, les cadettes de Ralmont. On espère avoir une équipe senior à Ralmont qui sera office de réserve de l'Escure. Ça permet que dans le Tarn, au moins, il y ait une bonne collaboration entre tous les clubs tarnais. Pour le rugby à 13 féminin, pour l'avenir, ça serait une... À propos de collaboration, est-ce que l'entente est cordiale avec les garçons qui évoluent en élite 2? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a toujours l'après-rugby qui se partage, on va dire, au clubhouse à l'Escure, où c'est qu'il y a toujours un moment convivial. Et après, même sur le terrain, voilà, ça, tout le monde suit tout le monde et c'est une force du club. Et du public aussi chez vous? Il y a pas mal de public, de plus en plus, alors surtout sur les fins de saison, quand les matchs de phase finale arrivent. Il y a quand même toujours un petit peu de public, ça c'est valorisant, je pense, pour les filles qui rentrent sur le terrain, qui voient du monde, c'est cool. Alors au-delà du spectacle proposé, il y a aussi la communication qui est importante. Il faut se promouvoir. C'est compliqué vers chez vous ou ça se fait de façon naturelle? Ça se fait. Il y a des personnes qui sont investies déjà rien que par rapport aux réseaux sociaux et ça permet de faire un peu de pub sur l'équipe des filles et aussi bien les garçons. Et après, on a de la chance avec les résultats de ces dernières années, ça fait parler un peu déjà dans notre région. Donc c'est bien pour pouvoir récupérer des filles. Alors, inspiré par les fameux State of Origin en Australie, il y a très prochainement le match des origines entre l'équipe du sud de la France, et puis, enfin du sud-ouest, et l'équipe du sud-est. Expliquez-moi un petit peu, Stécie, Julien, comment ça va se faire tout ça? Alors, c'est une sélection où du côté ouest, on a l'Escure, Bordeaux et Aigues-Vives, et du côté est, il y a Pia, Saint-Estève, les Catalanes, et qui? Et Aigues-Vives. Donc un grand match en perspective. Julien, vous y serez forcément? Oui, bien sûr. Je fais partie de l'équipe, entraîneur de l'équipe Est, du coup, avec le côté Perpignan, Aigues-Vives et Pia. Donc oui, bien sûr, c'est les meilleures joueuses du moment. Donc on espère un grand match de rugby à 13. Quoi. Dominique, c'est une super idée, ça résonne en nous, ça, les State of Origin. Oui, bien sûr. Alors il faut que la notoriété se fasse, mais c'est important d'avoir ces confrontations qui sont absolument et nécessairement une étape dans le chemin du haut niveau vers la sélection ultime en équipe de France. Bien, Stécie, on vous souhaite tout le meilleur. Julien également, peut-être pas les DS catalanes, mais nous, on vous le souhaite malgré tout. Et un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Comme les Dragons catalans en Super League, en Championship, le Toulouse Olympique prépare aussi sa saison. Il y aura cette année 24 joueurs à disposition du coach Sylvain Houlès. On les a rencontrés il y a peu à l'entraînement. Regardez, c'est très musclé et c'est un reportage signé Pascal Le Saunier. Le Toulouse Olympique en pleine préparation sportive. Il reste quelques semaines avant le premier match de Championship à domicile, le 15 février, face aux Vikings de Witness. Paul Marcon, ailier du Théo, au club depuis 13 ans, s'accroche car c'est pas facile. C'est un peu l'enfer là, ça fait une semaine qu'on a repris, on a eu 6 semaines de vacances et maintenant on a repris dans le vif du sujet d'entrée et on a 2 mois de préparation intensive pour préparer au mieux le championnat, le début de championnat. Ça n'arrête pas, c'est très intense, mais on peut jauger là où on en est en termes de préparation.
La nouvelle équipe s'appuie sur des cadres comme Dominique Pérou, Anthony Marion et l'anglais Jocator. L'entraîneur Sylvain Oulès mise aussi sur des joueurs issus du centre de formation. Je pense que la force de l'équipe sera notre état d'esprit, la mentalité, mais cette jeunesse, cette fougue, c'est qu'on veut voir. On veut vraiment un groupe très très affûté. On a beaucoup investi dans nos installations, dans les appareils. Voilà, notre président a fait d'énormes efforts d'investissement sur ça pour être à la pointe, pour pousser au maximum les joueurs, les faire récupérer après aussi. Mais voilà, donc on veut vraiment voir une différence en étant l'équipe la plus affûtée du Championship. Un nouvel effectif pour un objectif clair. Je vois un groupe déterminé. On est un sport, c'est un sport de passionnés, c'est un sport dur. Et si on met les crampons pour jouer pour le Toulouse Olympique, il faut être motivé, il faut avoir des ambitions. Et bien sûr des ambitions de gagne. Et ce qu'on veut, c'est gagner tous les matchs et bien sûr remporter le titre à la fin de la saison. Après la finale perdue contre Wakefield, le Théo veut clairement redevenir le patron du Championship, comme en 2021. Donc non, cette année, c'est la victoire du championnat. Ouais. C'est la victoire. On est la seule équipe pro cette année en Championship, il faut le savoir. Donc voilà, effectivement, il n'y aura pas de passe droit cette année pour les joueurs et le staff. Donc effectivement, l'objectif, c'est de gagner le Championship. L'ambition de la Super League, elle est née déjà quand j'ai voulu reprendre le projet Théo il y a 11 mois. Donc oui, effectivement, le but, c'est d'y accéder et d'y rester. Qu'est-ce qui manquerait au Théo? Je pense déjà d'avoir son propre stade. C'est très important aujourd'hui de pouvoir avoir un intérêt économique autour de son stade, d'avoir des revenus générés par le stade, par les entrées, par la billetterie, par une boutique. Voilà, donc ça, c'est vraiment important d'avoir un stade à notre dimension, entre 6 et 8 000 places. Ça serait vraiment l'idéal, déjà pour commencer. Et ensuite, derrière, continuer d'améliorer notre formation, ce qu'on a déjà commencé depuis maintenant 1 an, depuis que je suis arrivé. On a beaucoup misé sur la formation et cette entité Théo que je veux donner effectivement au Toulouse Olympique 13. Ouais. Olivier Dubois veut toujours booster les perspectives de son club avec un budget qui avoisine déjà les 2,5 millions. Les Toulousains déterminés avant d'attaquer la saison en Championship. Dominique Balou, c'est très important que le Théo retrouve la Super League à très court terme. Oui, bien sûr, c'est important pour notre fédération, même si les deux clubs, des Dragons et du Théo, ne sont pas directement rattachés à nos championnats, puisqu'ils évoluent dans le championnat de Super League et de Championship. Mais c'est important d'avoir deux équipes en Super League, parce que ça valorise aussi l'effectif de notre équipe de France. Évidemment. C'est une évidence. Voilà. Et j'ai entendu Olivier Dubois qui parlait d'avoir un stade à lui, d'avoir des installations propres au Théo. Ça me paraît également frappé à l'aune du bon sens, parce que c'est à travers ça qu'ils vont renforcer leur identité dans la ville rose et avoir une capacité à construire un modèle économique nouveau. Un curant regard visé sur l'évolution du Théo, c'est Roger Palis, le nouveau manager du 13 de France. Roger, il y a des joueurs aussi de talent au Théo, et ceux-là, il faut les pister de près. Hein. À pister, bien sûr, il y a une majorité de Français, et forcément, quand on voit leur préparation au travers du reportage, effectivement, on sent vraiment qu'ils sont investis et qu'ils ont envie de mettre la barre très haute. Ça, c'est clair. J'ai entendu du président également qu'il avait, sur 3 mots-clés, formation, ambition et professionnalisme. Je pense qu'il est forcément, toutes les conditions sont réunies pour vraiment avoir un aveu de réussite au niveau du Théo. Dominique, je m'adresse à l'ancien rugbyman que vous étiez. Le Théo va affronter les Dragons catalans en match amical le 1er février. Un match préparatoire pour l'un comme pour l'autre. C'est pas un peu juste avant les compétitions? Écoutez, Alain, le calendrier est ainsi fait. Les Dragons catalans pensaient pouvoir faire 2 matchs amicaux, dont un évidemment contre le Toulouse, puisqu'il en est question, le Toulouse Olympique, puisqu'il en est question, et l'autre contre le 13 du Président, qui se faisait habituellement. Cela n'a pas pu être possible parce qu'il y a un tour de coupe avant la première journée de Championship. Donc, et c'est bien compréhensible, ces deux clubs ont préféré s'affronter pour peaufiner leur préparation. Il n'y a rien à dire à cela et Roger l'a précisé, nous serons attentifs à l'ensemble des Français qui vont pouvoir évoluer pendant cette rencontre. Roger, vous irez assister à ce match, j'imagine, forcément, en superviseur? Forcément, mais bien sûr, il faut y aller. Je pense que le staff y sera
à 100% présents. Et je pense qu'il y aura le maximum de Français réunis. On sera quand même très attentif pour définir un peu la meilleure équipe sur 2025. Bien, après le Championship, un grand écart, on revient vers la France et on va revoir surtout l'équipe du 13 catalan, National 2, National 3. Vous connaissez forcément les Dragons catalans nés de la fusion de Saint-Estève et du 13 catalan. On connaît aussi l'équipe réserve Saint-Estève 13 catalan qui joue en Super 13. Et puis, une curiosité, il y a aussi le 13 catalan en championnat de National 2-3. Donc on a besoin d'un éclairage. Et pour ça, nous avons Jacques Brett, le président, et Arnaud Carré, l'entraîneur. Bonjour messieurs. Bonjour. Jacques, donc, la surprise générale, le 13 catalan, depuis 2 ans, évolue en championnat de National 2-3. Expliquez-nous tout ça. C'est vrai que quand les entraîneurs m'ont proposé, il y a 3 ans, de faire une équipe junior et puis il y a 2 ans de faire une équipe senior, je me suis demandé quelle était la motivation. Après, Arnaud nous l'expliqua, mais pourquoi pas finalement, bien que, bon, il a fallu ajuster le budget quand même. Et puis on s'est aperçu en fait que c'était des anciens pensionnaires du 13 catalan qui voulaient continuer à jouer au rugby. Alors plutôt que de s'arrêter, pourquoi pas mener cette petite aventure. Alors c'est vrai qu'on était habitué. Moi j'ai toujours connu le grand 13 catalan de l'époque. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau, qui a finalement fusionné avec Saint-Estève. Donc ça peut faire drôle, mais ça a son utilité. Arnaud, est-ce qu'il y a toujours l'âme du 13 catalan qui existe à ce niveau de compétition? Alors, vous qui l'avez bien connu, ce club. Hein. Oui, alors moi, initialement, je suis stéphanois. Ça, c'est quand même à souligner. Mais en fait, voilà, bon, mes enfants ont fait toute leur école de rugby au 13 catalan. Et moi, je me suis pris au jeu, donc j'ai commencé à entraîner aussi là-bas dedans. Et puis, en fait, il y a réellement une âme. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a une âme, on s'y attache, on s'investit beaucoup dans ce club. Il est prenant, même pour un Stéphanois, quoi. Et donc, c'est justement cette âme qui a fait que, on a d'abord remonté des juniors en nationaux. Puis après, ces juniors n'étant plus juniors quand on a eu le titre de champion de France. On n'est pas riche en licenciés à 13, on n'avait pas laissé partir ou arrêter. Et donc on a dit, allez, on va remonter une équipe de seniors. On tente l'aventure et puis voilà, c'est des jeunes qui ont 20 ans et qui méritent ça. Bon, après, il y a un joueur de 42 ans, je crois, qui joue, Jacques, si mes souvenirs sont bons, qui fait basculer un petit peu la tranche d'âge du mauvais côté. Il s'appelle Arnaud Carré, c'est ça? Oui, il est très, très difficile à faire tomber. Et il dit lui-même que c'est parce qu'après, il faut se relever. Eh oui. Arnaud, vous allez reprendre prochainement, je crois? Oui. En fait, jusqu'à présent, alors j'ai fait déjà un match en début de saison. Puis après, il faut aussi que les jeunes s'aguerrissent. Donc on leur laisse du temps de jeu aussi. Puis bon, voilà, quand j'en ai envie, quand on va dire il y en a besoin, je reviens, quoi. Donc. L'âme de cette équipe, on l'a bien compris, mais il y a aussi sa fougue, sa jeunesse, son esprit un petit peu foufou, c'est ça, Jacques? Ça séduit, ça plaît? Et oui, et puis on leur inculque dès le plus jeune âge, parce qu'on les prend à 5-6 ans, et on essaie de garder cette âme du 13 catalan, ce fighting, comme on dit. Et je pense que déjà, en minime et en cadet, ça commence à se connaître. Et nous on s'arrête en cadet, bien sûr. On essaie d'avoir les meilleurs joueurs mis à la disposition de Saint-Estève 13 catalan en junior. Dominique, un regard sur cette équipe à ce niveau de compétition? Dites-moi. Oui, alors ça peut paraître un peu incongru dans l'histoire du 13 catalan que de jouer en 3e et 2e division nationale, mais en fait ça ne l'est pas d'abord parce que ça contribue à la structuration de ces 2 niveaux qu'il faut stabiliser. Puis après, j'ai participé l'an dernier au mois de mai aux festivités des 90 ans du 13 catalan, au parc des expositions, qui était Noir de Monde évidemment, et je ne suis pas du tout étonné que les joueurs aient envie de continuer d'entretenir ce sentiment d'appartenance à cette grande famille du 13 catalan qui est représentée aujourd'hui avec évidemment des ententes entre clubs stéphanois et catalans, mais quand même les Dragons, depuis les tout petits jusqu'aux Dragons, c'est le sentiment d'appartenir à cette grande famille du 13 catalan.
Et c'est bien pour tout le monde, de toute façon, c'est bien. Il faut regarder quand même simplement à maintenir les équilibres dans le territoire pour ne pas que ce soit l'aimant qui viderait d'autres effectifs, etc. Mais je sais que Jacques a un œil parfaitement aiguisé là-dessus et sera à la hauteur pour ménager ces équilibres. Allez, longue vie aux 13 Catalans en national. Merci, messieurs. Merci. Allez, on prend l'avion pour se retrouver de l'autre côté de la planète avec Manu Jalabert, le président de Pacifique 13 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et nous l'avons au bout du fil par caméra interposée. Salut Manu. Bonsoir Alain et bonsoir à toute l'équipe du 13 Mag. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Alors Manu, comment est née l'idée de créer un club du côté de Nouméa ? Alors en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre des Australiens qui m'ont contacté et qui m'ont parlé d'un projet de faire une équipe francophone des îles du Pacifique pour jouer dans le championnat australien, en tout cas dans le championnat du Queensland. Et bon, il fallait créer une base en Nouvelle-Calédonie et on a créé ce club au départ dans le but d'avoir une base en Nouvelle-Calédonie. Et votre bel élan a été freiné par le Covid en 2020, c'est ça ? Oui. Après, c'était une autre époque. On était en situation pré-Covid en 2019, fin 2019. Et en fait, j'ai été contacté par un board australien, plus précisément, composé d'un recruteur de NRL, de Laurent Garnier, que tout le monde connaît, je pense, de juristes anglo-saxons. Enfin bref, il y avait une grosse machine de guerre derrière avec des promesses de sponsoring à hauteur de 80 millions CFP, quoi, à peu près 80 000 $, 800 000 $, pardon, australiens, quoi. Donc ça, c'était hier, et où en êtes-vous aujourd'hui ? Ça en est où ? On essaye de faire vivre le rêve, c'est-à-dire on a de plus en plus de jeunes joueurs calédoniens qui intègrent... on revient aux bases, c'est-à-dire on commence à avoir des joueurs vraiment intéressants. On a des coachs un qui est arrivé de France, des coachs qui ont été formés par la Fédération française de rugby à 13. On commence à se structurer, quoi. On va dire que l'AS Pacifique 13 est devenue un peu la colonne vertébrale du rugby à 13. Et puis notre ambition au niveau local, c'est au niveau de la formation, c'est que les jeunes qui viennent de se former en tant qu'éducateurs, et peut-être à partir de la semaine prochaine, grâce à Laurent Garnier et la fédération, on va commencer un cycle d'entraîneurs fédéraux, entraîneur fédéral, je ne sais pas comment on dit, entraîneur fédéral. Et le but, en fait, c'est que de ces éducateurs, qui prennent leur liberté et qui créent des clubs, quoi. Justement, quels sont les projets à court terme ? Alors, les projets à court terme qu'on prépare depuis le mois de juillet, c'est une tournée qui nous ferait passer par le Vanuatu pour un match. Donc, en fait, notre premier match international, si les conditions se déroulent comme prévu. Là, pour le moment, on en est encore en pourparlers avec la fédération du Vanuatu, mais c'est pas simple, quoi. Voilà, parce qu'on est dans les îles. Ils viennent de faire un tournoi avec des féminines à Fidji. Et on a l'impression que, pour relancer la machine, pour faire un match contre nous, ça a l'air un peu compliqué. Mais enfin, nous, on est obligé de passer par le Vanuatu parce que de cette façon, les billets sont moins chers d'un point de vue, économique, quoi. Donc, là-bas, autant faire un match contre eux. Mais le but, c'est d'aller en Australie, de faire 2 matchs sur la Sunshine Coast au mois de février. Bien, un grand merci Manu, on vous souhaite bien sûr tout le meilleur sous les tropiques. Voilà, merci pour cette interview qui était super sympa et à bientôt j'espère, ici ou ailleurs. Dominique Balou, c'est important d'avoir une équipe si loin dans le Pacifique ?
rattaché évidemment à la Fédération française de rugby à 13. Ah, c'est bien que vous parliez comme ça, Alain. Effectivement, d'avoir une structure rattachée à la Fédération française de rugby à 13, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France en Océanie. Il ne faut pas l'oublier. C'est la Fédération française de rugby à 13 qui porte la délégation pour l'organisation de la pratique du rugby à 13. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir mettre en concordance les initiatives locales comme celle qui est portée par Manu Jalabert et d'autres sur l'île de Nouvelle-Calédonie, et puis les contraintes administratives françaises. C'est-à-dire qu'il faut une structuration, il faut que les jeunes soient licenciés, il faut qu'ils appartiennent, etc. Sauf à être licencié dans un club australien, si vous voulez, auquel cas c'est autre chose. Mais si c'est pour représenter la France et une dynamique calédonienne, eh bien à ce moment-là, il faut que les choses soient faites normalement, et c'est bien le plus compliqué à mettre en place. Non pas complexe parce qu'on connaît les contraintes, mais compliqué parce que c'est loin, d'abord. Donc il faut organiser les formations à distance, il faut organiser les prises de contact avec l'administration calédonienne, aussi les représentations françaises au sein de l'administration calédonienne, en termes de structuration de la Ligue Pacifique, en termes... L'objectif de la fédération, c'est d'avoir un pôle espoir pacifique. Voilà, en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'il y a on le voit bien, une population de sportifs qui représente un réservoir assez extraordinaire, d'abord dans les morphotypes, ensuite dans la culture du sport. Donc pour nous, c'est intéressant d'avoir une base avancée en Océanie. La deuxième raison d'avoir une base avancée, c'est que la Coupe du Monde 2026 en Australie, peut nous amener à avoir des rencontres amicales en Nouvelle-Calédonie qui serviront à double titre d'accroche pour les jeunes Calédoniens et puis pour nous d'acclimatation à ces territoires d'Océanie. Voilà, donc c'est vraiment un projet important, c'est un projet qui nous tient à cœur et que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Et ce que nous nous employons à faire du mieux possible, c'est de fédérer toutes les bonnes volontés qui sont sur place. Bien, de Nouméa à Perpignan, il n'y a qu'une passe sur un pas. On va accueillir autour de ce plateau Pierre Vergès pour le côté histoire qui va nous rappeler la guerre des stades, c'était en 1934. Attention, sortez les armures. La guerre des stades, donc, il y a de cela 90 ans, la guerre des deux rugby, mais aussi, Pierre Vergès, de deux personnalités du rugby catalan. Ah oui, tout est parti de là, de deux personnalités qui se détestaient, mais à un point, c'est inimaginable. C'est Gilbert Brutus, première personnalité, ancien joueur, arbitre, qui deviendra dirigeant d'un club quinziste perpignanais, puis de la Fédération française de rugby à 15, et puis un autre dirigeant quinziste, Marcel Laborde. Donc, ces deux personnages, il faut savoir que dans le rugby à 15, avant la création du 13 catalan en 1934, deux grands clubs catalans de rugby à 15 ont fusionné, on le sait. C'était en 1933, les Harlequins et l'USP ont fusionné pour donner l'USAP. Et dans cette fusion, Gilbert Brutus, l'un des dirigeants, a écarté Marcel Laborde qu'il détestait. Alors il s'envoyait des anathèmes, c'était d'une violence, je ne sais pas, Dominique Balou, si la campagne est aussi violente, mais ils se sont traités mutuellement de fossoyeurs du rugby catalan. Brutus a traité Laborde d'être malfaisant dans la presse. Enfin, ils se détestaient. Donc, Laborde est écarté de l'USAP, de la fusion, et le 29 août 1934, il crée le 13 catalan. Et là, ils n'ont pas de stade. Il faut savoir que le nouveau club, le club nouvellement créé, l'USAP, jouait au stade Jean Lafont. Et le 13 catalan n'avait pas de stade. Donc ils ont demandé à utiliser un stade municipal. Et là, il y a eu un article de presse. Voilà, ça c'est Marcel Laborde au stade, mais il y a eu une campagne de presse, voilà. Je vous laisse lire, Alain. Nous répétons à M. Dalbiez que nous ne tolérerons pas que le stade municipal de Perpignan soit prêté au 13. Si malgré ces derniers y jouent, nous engagerons une violente campagne contre M. le maire Dalbiez et sa municipalité. Pierre, une question se pose forcément. Qu'a fait le maire par la suite? Il a cédé. Donc,
les treizistes, le 13 catalan nouvellement créé, qui recevait Salford en amical avant le championnat, n'avaient pas de terrain. Donc les joueurs, les dirigeants, les supporters, les sympathisants sont allés défricher un champ d'abricotiers au Moyen-Vernay. Ils ont construit une tribune de 300 places et ils ont reçu, à ce moment-là, les Anglais de Salford. Donc les treizistes ont leur stade, il n'y a pas de problème. Ah si, il y a un problème, c'est que Marcel Laborde, le lapin, hein, vous avez vu, il avait une tête de lapin, il a réussi, il était président de la Chambre de commerce, donc un personnage très puissant, il a réussi par voie judiciaire à faire expulser l'USAP du stade Jean Lafont, dont l'USAP, expulsé, est parti jouer au stade du Vernet, qu'ils ont baptisé du nom d'Aimé Giral. Très concrètement, le stade a été construit, de l'USAP a été construit par les treizistes alors. Absolument, le stade actuel de l'USAP a été construit par les treizistes. Les treizistes sont partis jouer à Jean Lafont, qui était un stade sublime hein, pour les années 30. Le record, alors là, on a continué à jouer, les treizistes étaient à Jean Lafont, c'était la grande époque du rugby à 13. Le record du stade Jean Lafont pour un match entre le 13 catalan et Marseille en 1957, c'est 14 252 spectateurs. Et le pied de nez de l'histoire, il a fallu attendre 1961 pour qu'on construise le stade du Haut-Vernay. Et voilà, on voit la construction. Ils lui ont donné à ce stade le nom de Gilbert Brutus, qui était farouchement antitreiziste. Mais pourquoi ils lui ont donné le nom de ce stade? Parce que Gilbert Brutus était un grand résistant qui est mort sous la torture allemande à la Citadelle en 1944. Donc le héros de la résistance est passé avant l'antitreiziste et le stade de Brutus porte son nom. Dominique Balou, vous n'étiez pas né, moi non plus d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire? Pierre Vergès, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire-là? Le 15 et le 13 aujourd'hui cohabitent, on peut dire ça comme ça? Oui, bien sûr, et c'est heureux que ces temps aient évolué, évidemment. On ne peut pas se satisfaire de rester dans des querelles comme celle-là. On voit bien que ces deux sports avec évidemment des représentations tout à fait différentes. La FFR aujourd'hui, c'est 11 fois plus de licenciés que la FR13, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, ce sont deux sports qui, depuis on va dire une vingtaine d'années, se nourrissent mutuellement sur les situations de jeu, sur les attitudes des sportifs, sur la préparation, etc. Et je voudrais signaler à ce titre, quand même, qu'un Catalan au nom célèbre, puisque je veux parler d'Aurélien Colony, qui a construit une expertise dans le rugby à 13 et aussi dans le rugby à 15, évidemment, puisqu'il a eu des responsabilités dans les deux, mais son expertise de base, c'est quand même le rugby à 13, fait aujourd'hui partie de l'encadrement de l'Union Bordeaux-Bègles, ce qui veut bien dire que ce que je disais à l'instant de cette dialogie nourricière pour les deux sports, eh bien, c'est une vérité. Et je suis très heureux qu'Aurélien puisse faire son chemin en Gironde, parce que justement, au moment des 90 ans des Dragons l'an dernier, je lui avais proposé que nous nous revoyions si toutefois les urnes me prêtaient vie cette année. C'est le cas. Je ne le verrai pas tout de suite, mais j'aimerais bien qu'Aurélien vienne apporter son expertise pour le rugby à 13, non pas à la place de ce qui se fait aujourd'hui, mais en complément pour aller évidemment vers le mieux. Allez, le message est passé. En tant que jeune président, bien, vous appartenez de conclure. Voilà qui est fait. Un grand merci Dominique, un grand merci Pierre. Cette émission est désormais terminée. On vous donne rendez-vous bien sûr l'an prochain. Passez de très bonnes fêtes et d'ici là, portez-vous bien, treizistez-vous bien. Salut à tous.